L'éloge du savoir. Collège de France, avec aujourd'hui Jean Kellens, titulaire de la chaire Langues et religions indo-iraniennes. La religion mazdéenne présente un cas unique dans l'histoire des religions. Malgré l'aridité de l'érudition qu'elle demande aux chercheurs qui s'y consacrent, on ne sait d'elle finalement que peu de choses. La recherche avance lentement et les réponses sont remises en cause par les hasards de rares découvertes. C'est le cas, direz-vous, de tout travail scientifique, certes, mais nous avons affaire dans le mazdéisme à une religion devenue ultra minoritaire et dont les traces de la splendeur ont été en grande partie perdues ou détruites. Mais c'est aussi une religion nouvelle pour la recherche, car bien que très ancienne, nous ne la connaissons que depuis la fin du XVIIIe siècle, grâce à quelques extraits des textes de l'Avesta, rapportés de ses voyages par Anquetil du Perron. L'Avesta, qui est donc le recueil des textes sacrés de la religion mazdéenne, est écrite dans plusieurs langues, toutes plus obscures les unes que les autres, dans de nombreuses et étranges temporalités et dans plusieurs styles littéraires. Dans le cours que nous avons entendu hier, le professeur Jean Kellens nous a fait participer aux difficultés soulevées par la traduction d'un petit passage de l'Avesta. Pour répondre aux questions soulevées par le cours que le professeur Kellens nous propose de suivre, cours consacré à des précisions sur certains aspects de l'histoire des études zoroastriennes, la question des datations est tout à fait centrale. C'est de cela qu'il va être question aujourd'hui. Je voudrais qu'on s'arrête aujourd'hui au problème de la datation qui a rebondi à une époque où c'était en l'an 2000, mais le livre n'a été disponible qu'un an plus tard, alors que j'avais fini mon cours d'historiographie de l'année académique 2000-2001. Alors je voudrais y revenir maintenant, parce que j'ai été amené à la suite de ce livre, c'est le livre de Gerardo Gnoli, Zoroaster in History, qui est paru aux États-Unis et qui, comme tous les livres parus aux États-Unis, sont extrêmement difficiles à trouver en France. Je crois qu'il y a même des collègues parisiens iranistes qui n'ont jamais pu le lire, sauf si ceux qui l'avaient reçu de l'auteur le leur passaient. Je voudrais donc revenir à cette question de la datation à laquelle je n'avais pas pu accorder une grande attention il y a 4 ans donc. J'ai repris le dossier, certains éléments nouveaux me sont apparus et il faut d'ailleurs, la première remarque, je m'y arrête aujourd'hui parce que c'est un problème qui est intimement lié à celui de la démonisation des daivas. Le problème de la démonisation des daivas a toujours été associé à celui de la datation pour des raisons très diverses selon les auteurs, hein. Premier auteur, c'est celui dont nous avons déjà parlé, Martin Haug. Il a évidemment traité le problème de la datation, lui le tout premier, à l'intérieur de son système que nous avons déjà décrit. Alors, Martin Haug, dans le cadre d'une datation haute et d'une religion iranienne pré-zoroastrienne, pose comme principe de datation l'effet suivant. Il choisit, comme vous allez voir, une relativement mauvaise base de départ. Son point de départ pour dater les divers paliers de l'Avesta qu'il a pu déterminer, c'est un témoignage apporté au 1er siècle de notre ère par Pline l'Ancien. Pline l'Ancien rapporte au 1er siècle de notre ère qu'un auteur grec appelé Hermippe, et qui vivait au IVe siècle avant notre ère, Hermippe aurait pu consulter à Alexandrie les 12 millions de vers composés par Zarathustra et notés en lettres d'or sur 10 000 peaux de vache. C'est évidemment un témoignage auquel on ne peut accorder aucune confiance. Bon, l'outrance, bien sûr, mais l'outrance n'est pas tout. Il y a surtout l'inconsistance pratique. On peut se poser la question de savoir, au 5e siècle avant notre ère, de quelle écriture
les peuples du Proche-Orient en général d'ailleurs, auraient bien pu disposer pour écrire avec une telle profusion et sur un tel support, sur le cuir. Naturellement, le cunéiforme existait, mais le cunéiforme n'est pas fait pour... Le cunéiforme est fait pour être gravé dans la pierre ou incrusté dans de la cire, mais certainement pas pour être noté sur le papier ou sur le cuir. C'est donc il y a là quelque chose qui nous gêne dans ce témoignage. Donc, mais c'est la base de Hauck, 400 avant notre ère. Témoignage, l'Avesta était complet et écrit. Alors, le reste est une question d'analogie. Hauck établit une analogie implicite avec ce que l'on pensait alors du corpus biblique. Le corpus biblique aussi, à cette époque, on situait son achèvement vers la même date, 400 avant notre ère. On situait Moïse vers 1400 avant notre ère, à l'époque où écrivait Hauck. C'était les positions de son maître théologien et sémitisant Ewald. Mais alors, il va faire le même raisonnement pour l'Avesta. Il va situer les Gatha de Zarathustra 1400 ans avant notre ère, également. Mais pour Hauck, ça n'est pas suffisant. Ça n'est pas suffisant. Il va aussi essayer de dater, un peu plus haut dans le temps encore, le schisme indo-iranien. Et il proposera 1700 avant notre ère. Là, la base est aussi analogique. La base analogique, cette fois-ci, c'est la datation qu'il donne au texte védique. C'est une datation à coup sûr trop haute pour le texte védique. Aujourd'hui, nous situons le Veda, mais c'est une discussion que je n'aime pas entamer parce que nous n'avons, moins que pour l'Avesta, encore des points de repère sérieux pour dater les textes védiques. Mais je dirais que les datations ordinaires se situent dans la fourchette 1200-1500. Donc Hauck est certainement décalé. Il a il a pris d'assez mauvais critères de datation. C'était inévitable, il est le premier à s'y essayer. Mais c'est lui qui avait de cette manière détermine l'hypothèse que nous allons retenir désormais comme celle de la datation haute. C'est la datation haute de l'Avesta. C'est-à-dire celle qui situe la composition des premiers textes, peu importe que ce soit 1400, peu importe que ce soit 800, mais en tout cas avant le 8e siècle avant notre ère. C'est cela à quoi je vais me référer par le terme de datation haute, avant le 8e siècle. 20 ans après Hauck, Wilhelm Geiger, il est très jeune à cette époque, c'est un homme très jeune, il est né en 1856, il mourra en 1941, mais il aura entre-temps abandonné le domaine des études iraniennes pour celui du Moyen-Indien et du bouddhisme, où il va s'illustrer durant le XXe siècle. Alors, le jeune Geiger a certainement voulu donner un petit coup de neuf à l'hypothèse de Hauck, car son principe de datation, dans son livre paru en 1882, Ostiranische Kultur im Altertum, c'est-à-dire la civilisation de l'Iran oriental dans l'Antiquité, a pour principe de tenter une datation d'après les traits de civilisation. Le mot de civilisation, c'est cela qu'il faut entendre par l'allemand Kultur. C'est pas culture, la traduction c'est civilisation. Or, ces traits selon Geiger, Geiger établit son raisonnement en 3 paliers. Le premier, c'est que, comme l'avait bien vu Hauck, les Gatha sont antérieurs au reste de l'Avesta. Et pour Geiger, pour 2 raisons, pas pour une seule seulement. Geiger ne retient pas l'argument linguistique de Hauck. Il ne le retient pas. Il consacre d'ailleurs une note à dire qu'il ne peut pas faire un argument de la langue parce que c'est un facteur trop subjectif. Il retient le réalisme des Gatha et leur monothéisme, en renvoyant explicitement à Hauck. Mais il introduit alors son propre critère à lui, le critère de civilisation. Et il voit qu'il y a une différence de type économique et social entre les Gatha et le reste de l'Avesta. Les Gatha, nous dit-il, témoignent d'une économie de type pastoral. Bien sûr, on parle de la vache un peu partout. C'est même un peu facile comme argument. Une économie de type pastoral
qui est en voie de passer du nomadisme à la sédentarité, tandis que l'Avesta récent est globalement agricole, témoigne d'une société agricole, fixée, sédentaire. Là, on voit très bien aussi le critère, où le critère est pris, c'est dans le Videvdad, le 3e chapitre Videvdad, que l'on a parfois défini comme le chapitre géorgique de l'Avesta, et qui est d'une sorte d'éloge de l'activité agricole. Deuxième argument, c'est les réalia. L'Avesta dans son ensemble révèle une culture très primitive, dit Geiger. On ne parle pas du sel, on ne parle pas du verre, pas de monnaie. Les seuls métaux, le seul métal, c'est le bronze. Chacun de ces exemples pourrait être contesté, sauf celui du sel. Effectivement, on ne parle pas du sel, mais il n'est pas sûr du tout qu'il ne soit pas question du verre, ni de monnaie. Et quant à savoir ce que représente le métal désigné par le mot unique aya, nous ne pouvons pas l'établir. Mais c'est son deuxième argument. Enfin, l'Avesta dans son ensemble, ancien ou récent, émane d'un milieu qui est radicalement étranger à la géographie, à l'histoire et à la civilisation de l'Empire achéménide. D'où Geiger conclut que l'Avesta, dans son entier, a été composée dans l'Iran oriental avant la constitution des empires Mèdes et Perses. À la suite de la réunion de ces trois arguments, Geiger conclut qu'il ne veut pas chiffrer. Il ne veut pas attribuer les textes à un siècle précis. Mais, dit-il, il est seulement sûr que l'Avesta dans son ensemble est plus vieux que l'histoire médo-perse. C'est la datation haute, n'est-ce pas? Il ne faut pas... le refus de chiffrer est élégant, mais si les Gathas sont plus archaïques que le reste de l'Avesta, qui était lui-même remarquablement primitif et qui était entièrement constitué avant la constitution des empires occidentaux, mais des Perses, il nous faut remonter nécessairement très loin dans le temps. Je ferai remarquer deux choses, je ferai la critique suivante, n'est-ce pas, à la position de Geiger, pardon. Geiger a certainement cru qu'il avait modernisé les termes du débat. C'est évident qu'il avait choisi un critère beaucoup plus concret et scientifique que celui de Hauck. Mais il n'a certainement pas entrevu ce que nous savons bien aujourd'hui, c'est que l'Avesta, comme le Veda d'ailleurs, fournit sur la civilisation matérielle une information véritablement pauvre et hasardeuse. Et nous ne pouvons pas non plus, conclure que c'est comme les dieux dans les Gathas, nous ne pouvons pas conclure que ce dont ils ne parlent pas n'existe pas. C'est le Veda non plus. C'est une chose que nous ne pouvons... L'information de ce point de vue est tellement rare et que véritablement il est clair que nous avons affaire à des textes d'un genre rhétorique qui ne prévoit pas ce type d'information. Et ce que je dis là, cela vaut aussi pour les réalités politiques médo-perses. C'est encore une discussion qui revient souvent sur la table aujourd'hui entre les spécialistes quand il est question de la datation, de dire que si les auteurs des textes de l'Avesta avaient connu l'Empire achéménide, ils n'auraient pas pu faire autrement qu'en parler. Je n'en suis pas sûr du tout. Je n'en suis pas sûr du tout. Car c'est mésestimer le poids de la tradition littéraire et du genre rhétorique des textes. Ce que doit dire un texte est prévu par une théorie littéraire. Et dès lors, si important que soit l'information, elle ne sera pas donnée si sa place n'est pas prévue. Et c'est cela peut-être qui est ma deuxième critique à Geiger, si vous voulez cette hypothèse, c'est que Geiger, en faisant intervenir le principe de civilisation, a contribué un peu malencontreusement à faire passer au second plan l'analyse, l'importance littéraire de l'Avesta. On n'a pas vu qu'un texte comme celui-là, il a contribué à faire oublier pour longtemps, il faudra Cherveux,
dans les années 90, pour restaurer cette idée, n'est-ce pas, que l'Avesta était avant tout un texte littéraire, et que si nous voulons le comprendre, il fallait l'aborder comme tel, c'est-à-dire l'étudier du point de vue de la rhétorique aussi, et pas seulement le considérer comme un document de l'histoire, mais comme une pièce littéraire à coup sûr. Bien, alors le livre de Geiger a fait l'objet d'une critique extrêmement sévère. C'est pas littéralement, les comptes rendus ont été extrêmement négatifs, non pas parce que le livre est mauvais, mais parce qu'il survenait à une époque où d'autres spécialistes tentaient de ramener le lieu de composition de l'Avesta vers l'ouest et sa datation vers le bas. Trois spécialistes se sont illustrés dans leur compte rendu. Friedrich Spiegel, dont nous avons parlé, un certain Friedrich Justi aussi, qui est surtout un linguiste, mais qui a à cette époque fait quelques articles qui concernent la religion masdéienne. Et puis l'autre traducteur français de l'Avesta, celui qui a précédé Darmesteter, n'est-ce pas, Charles de Harlay, qui était un ecclésiastique de l'université de Louvain. À cette époque, on tente de ramener l'Avesta vers l'ouest et vers des époques qui sont celles de l'époque achéménide tardive ou plus récente encore, peut-être pour des raisons de principe. C'est très clair chez de Harlay qui, en 77 jusqu'en 79, je pense, donne 6 grands articles au journal asiatique qui porte le même titre. Il les donne en chapitre, n'est-ce pas, des origines du zoroastrisme. Ceux d'entre vous qui veulent le lire le trouveront dans le journal asiatique. C'est peut-être plus facile, mais il en a fait le résumé lui-même très commodément en introduction à sa traduction française de l'Avesta, qui malheureusement est fort difficile à trouver et qui ne sera pas certainement jamais rééditée parce qu'elle n'a pas grande valeur. Mais la position de Harlay est de principe, me semble-t-il, parce que c'est l'époque où Spiegel, dans son livre Iranische Altertumskunde, a jeté dans le débat l'idée d'une influence du judaïsme sur les origines du zoroastrisme. Du point de vue, de trois points de vue exactement, de 3 points de vue. Le point de vue du monothéisme, le point de vue de l'eschatologie, et aussi celle de la création ex nihilo. Spiegel a parlé de cela très incidemment, très rapidement, dans l'introduction de son livre. Lui-même n'y reviendra pas, mais l'idée a germé chez d'autres. Et de Harlay, qui était chanoine, bien sûr, a été intéressé au premier chef par cette idée. Dès lors, on comprenait bien il faut détruire la situation de Hauck. Lorsque Hauck situe Moïse et Zarathustra à une époque très ancienne et dans des contrées extrêmement éloignées l'une de l'autre, l'Égypte et la Bactriane, de Harlay va faire en sorte que l'influence soit possible. Et pour cela, il va ramener donc les toponymes avestiques vers l'ouest. C'est toujours possible, on peut toujours le faire. Je ne me hasarde jamais à vous parler de toponymie, ni à en parler dans mes articles. Je suis extrêmement sceptique sur les travaux qui traitent de la géographie de l'Avesta, pour une raison assez simple, n'est-ce pas? C'est que les toponymes iraniens, on l'a bien vu, se reproduisent comme les fraisiers, en stolon. Ce sont de véritables traînées, et on retrouve des villes qui portent le même nom sur une certaine distance géographique. Dès lors, il y a toujours un peu d'arbitraire à déclarer que ce dont il est question, c'est cette ville plutôt que telle autre. C'est la difficulté avec l'Avesta, avec la géographie de l'Avesta. Je crois que si l'on veut localiser la composition des textes avestiques, il vaut beaucoup mieux tenter de situer la langue des textes dans la dialectologie iranienne que d'interpréter son information géographique. C'est ainsi que maintenant nous sommes à peu près assurés, c'est encore très vague, mais que les textes avestiques sont rédigés dans la langue d'une contrée
qui représentait dans son extension maximale la margiane, la bactriane, la sogdiane. Ça ne fait certainement plus aucun doute. C'est pas encore très précis, pourra peut-être jamais l'être plus, mais c'est un argument beaucoup plus décisif que celui de la géographie de l'Avesta lui-même. Quant à l'époque, là, de Harley pratique l'arbitraire le plus absolu, en disant rien ne dépasse le siècle de Darius. Rien dans l'Avesta ne dépasse le siècle de Darius. Pourquoi? Mystère. Il n'y a pas d'argumentation. Cela rappelle un peu la phrase malheureuse qui se veut humoristique de Henning dans le Zoroaster de 1951 et qui disait, c'est pas, il est toujours assez tôt pour tout. C'est évidemment un argument, mais cette datation moyenne va être reprise par d'autres savants et surtout par Friedrich Spiegel. Mais avant d'en venir au cas de Spiegel, qui va lui argumenter remarquablement, je voudrais parler de la datation dite basse, qui apparaît à cette époque. Ce sera celle de Spiegel. On peut considérer que la datation de Spiegel est basse. Je ferai la distinction. Donc la datation haute, c'est avant le 8e siècle. La datation moyenne dont nous parlons, c'est entre le 8e et le 4e siècle avant notre ère. C'est le créneau qu'occupe plutôt vers le bas de Harley. Spiegel et Darmstädter vont situer les textes avant le 4e siècle, avant le 5e siècle. Mais Darmstädter, c'est bien connu. On a souvent parlé de l'hypothèse de Darmstädter comme d'une erreur de jeunesse. Ce n'est pas tellement une erreur de jeunesse, d'abord parce que si, évidemment, Darmstädter est mort prématurément à l'âge de 45 ans, il a formulé son hypothèse l'année qui a précédé sa mort. Donc il n'était plus si jeune que cela. Et il l'a fait d'une manière un peu curieuse. C'est une idée qui a dû en tout cas mûrir brutalement dans son esprit, car il a refait pour l'exprimer une nouvelle introduction à l'intérieur même de sa traduction de l'Avesta. Le premier volume, qui paraît en 92, donne une introduction qui présente les choses, je dirais, à la Spiegel, comme nous allons voir normalement. En 93, il publie le 3e volume avec une nouvelle introduction. Il semble que cette nouvelle introduction, ajoutée à son texte, est effectivement essentiellement consacrée à défendre une hypothèse de la datation basse. Mais il est vrai que la raison de Darmstädter est étrange, n'est-ce pas? Il a eu l'illumination que l'entité Vohumana, qui est d'une importance considérable dans les Gathas, elle apparaît dans la plupart des strophes, est le logos néoplatonicien. Là, il a donc identifié les deux entités, celle du néoplatonisme et celle et le Vohumana gathique. Il s'ensuit que les Gathas pour Darmstädter ont dû être rédigés à la fin du 1er siècle de notre ère, à l'époque parthe. Pourtant, elles sont bien la partie la plus ancienne de l'Avesta. Car le reste du livre, on ne peut pas douter, vous savez bien, il existe un principe philologique absolu, c'est celui de citation. C'est la raison pour laquelle personne n'a jamais mis en doute l'antériorité des Gathas sur le reste de l'Avesta. Le principe de citation est très simple, un texte que citent tous les autres et qui n'en cite lui-même aucun autre est évidemment le plus ancien. C'est un raisonnement logique d'une simplicité et d'une efficacité absolue. Mais donc Darmstädter ne met pas cela en cause et il situe le reste du livre 2 ou 3 siècles à partir de cette date, donc jusque vers l'an 400 et les débuts de l'empire sassanide. Cela est tout de même assez étrange, cela crée une difficulté dans sa datation, car tout de même on connaît le personnage de Zoroastre par la littérature grecque depuis bien des siècles à cette époque. L'on sait que la religion des Achéménides est identique ou à peine différente de celle de l'Avesta. On sait par Hérodote qu'à l'époque achéménide, des textes existaient, mieux même, à la suite d'une analyse aujourd'hui oubliée et fausse
d'un assyriologue, Jules Oppert, qui a fondé l'assyriologie dans cette maison d'ailleurs. L'on pensait que le nom de l'Avesta était mentionné dans une inscription vieux perse. On le croyait encore à l'époque de Darmesteter. En fait, ce que Oppert lisait Apasta dans une inscription de Darius, c'était en réalité Upasta. Upasta qui signifie l'aide de l'assistance. Donc c'était une illusion. Mais Spiegel et Darmesteter travaillent avec cette donnée, il ne faut pas l'oublier. Donc il y a un ensemble de témoignages assez lourds, qui nous oblige tout de même à penser que la religion dont l'Avesta se prétend aux yeux de Darmesteter porteur existait depuis fort longtemps. Alors il lui faut donc conclure que de l'Avesta ancien, pré-alexandrin, avant l'époque d'Alexandre, il ne reste pas une page, dit Darmesteter, reproduite littéralement. Voilà comment Darmesteter a réinventé, en quelque sorte, la théorie de l'inauthenticité de l'Avesta. Car ce que nous avons n'est pas le livre authentique, c'est une réutilisation de bribes par moment et la réécriture absolue de certains passages. Donc, aujourd'hui, bien sûr, c'est une hypothèse qui n'a jamais été reçue par personne, mais la manière dont Spiegel, dans le cadre de la datation basse, va présenter les choses est beaucoup plus pertinente. Spiegel est le premier qui a posé la fourchette chronologique impitoyable, avec laquelle nous devons tenir compte, le point d'arrivée. Bien, le plus ancien manuscrit de l'Avesta que nous possédons a été terminé le 26 janvier 1323. C'est le plus ancien manuscrit que nous possédons. Ça, c'est le point d'arrivée. Le point de départ, eh bien, c'est au 8e siècle avant notre ère que les sources assyriennes commencent à livrer le nom de certains membres de la tribu iranienne des Mèdes. Et ces noms témoignent de divinités ou de concepts religieux importants que nous trouvons dans l'Avesta. Donc, en quelque sorte, tous les ingrédients dont on a fait l'Avesta semblaient être à disposition à partir du 8e siècle avant notre ère. Mais à partir de... C'est évidemment une histoire très longue à restituer. Et Spiegel va s'y prendre de la manière suivante. Il ne croit pas, n'est-ce pas, que l'Avesta, que nous ne possédions pas une seule page reproduite littéralement de l'Avesta pré-alexandrin. Ce n'est pas ce qu'il pense. Il nous dit, c'est un assemblage de textes qui sont parfois très anciens et de textes qui sont parfois très récents. La seule chose que nous puissions faire, c'est d'identifier les textes qui sont anciens et les textes qui sont récents. Et c'est ici que j'ai une petite interrogation que je vous livre à cet égard, bien que je vous dis, c'est en 93 que Darmesteter a refait une introduction nouvelle à sa traduction, certainement. Mais c'est étrange que Spiegel, en 1887, dans l'article où il expose sa théorie sur la datation de l'Avesta, semble connaître cette opinion de Darmesteter, 6 ans avant qu'elle ne soit parue. Car il y fait allusion nominativement, il cite le nom de Darmesteter, mais il ne donne pas de citation. Les savants de cette époque, malheureusement, citaient encore de manière très avare, n'est-ce pas, très chiche. C'est étrange, mais la citation manque. Or, personne n'a jamais pu trouver nulle part que dans l'introduction de 93 des traces de la datation de Darmesteter. Alors, il dit en fait de la théorie de la datation de Darmesteter, comme si tout le monde la connaissait, que l'adopter ce serait faire de l'Avesta d'autres oracula magica zoroastres, de nouveaux oracles, de ces oracles magiques que l'on prêtait à Zoroastre à l'époque syriaque, n'est-ce pas? Bon, donc la seule hypothèse qui me paraisse pouvoir être formulée, c'est que Spiegel et Darmesteter, qui s'estimaient beaucoup, devaient s'écrire. Et il n'est pas interdit de penser peut-être que Darmesteter a, dans cette correspondance depuis un certain temps,
mentionner les soupçons qu'il commençait à entretenir avant de se décider à les coucher par écrit. C'est la seule difficulté, c'est la seule possibilité que j'entrevois. Mais la méthode que va adopter Spiegel, lui, pour établir la démarcation entre les passages anciens et les passages récents de l'Avesta, seront basés sur ce qu'il appelle le contenu, Inhalt. Ne peut le faire, dit-il, que d'après l'Inhalt. Or, pour l'Inhalt, il faut voir que Spiegel pense que l'Avesta contient des allusions aux bouddhistes. Le fameux Gautama du Yash-13 pense qu'il y a des allusions aux chrétiens. Ça, c'est dans le Homestone. Des allusions aux manichéens. Bien sûr, tout cela a été éliminé. C'est cette partie obsolète de l'interprétation de Spiegel. Mais cela l'amène à poser la composition des textes, des derniers textes avestiques vers 400. Vers 400 de notre ère. Donc, à la fin du 1er siècle sassanide, en quelque sorte. Donc, nous ne sommes pas tellement loin de la position de Darmesteter pour ce qui concerne la rédaction des textes les plus récents. Mais les textes les plus anciens, il les fait remonter beaucoup plus haut. Là, son argument est fondé sur son argument est fondé sur une information qui, elle, est très judicieuse. C'est le fameux rapport que Plutarque a fait dans Déicidé et Tosiridé, de la première version peut-être de la théorie des millénaires. Plutarque, c'est un auteur qui a vécu vers 120 de notre ère, donc c'est un témoignage tardif, mais il attribue son information à Théopompe. Théopompe, qui est un homme qui a dû écrire à la fin du IVe siècle de notre ère. Donc, sur la base de ce témoignage, on peut estimer que la théorie des millénaires, que nous lisons, dont nous lisons des bribes dans l'Avesta, effectivement, pas comme ensemble constitué, mais des éléments épars de cette théorie apparaissent dans l'Avesta, on peut donc estimer qu'elle était constituée vers 350, excusez-moi, avant notre ère. Vers 350 avant notre ère. Dès lors, la conclusion de Spiegel est que les textes avestiques les plus anciens ont été rédigés au temps des Achéménides tardifs, au IVe siècle avant notre ère, mais pas avant. Voilà. 400 avant notre ère, 400 après. N'est-ce pas ? C'est la durée de composition des textes avestiques selon la datation basse de Spiegel. Bien. La datation basse n'existe plus de nos jours. Elle n'a plus de partisans de nos jours. Elle n'a plus de partisans de nos jours. Simplement parce que les données de l'argumentation qui sont retenues aujourd'hui excluent que la rédaction ait pu commencer si tard dans tous les cas. Mais, par contre, aujourd'hui encore, il existe ici ou là des opinions exprimées qui postulent que peut-être des textes avestiques pouvaient encore être rédigés à l'époque sassanide. Donc si le point de départ de réaction des textes selon Spiegel est entièrement mis en cause, le point d'arrivée, lui, le point final, terminus, et lui peut être encore retenu. J'en viens à Geltner. Geltner, en 1896, il vient de terminer l'édition de l'Avesta, rédige la notice sur l'Avesta en tant que texte littéraire dans le Grundriss der iranischen Philologie. C'est donc un texte rédigé à chaud. C'est un texte rédigé à chaud parce qu'il a été écrit d'après, il est daté de Berlin 95, ce qui est la date même où Geltner rédigera pour son édition les Prolegomena. Les Prolegomena qui ont été rédigés, bien sûr, après que l'édition ait été faite, puisqu'elle tire les conclusions de l'organisation de la tradition manuscrite. Jusque-là, jusqu'à cette date, Geltner avait reproduit
la datation de Haug. Il tenait donc à une datation haute, 1400 avant notre ère. Il avait exprimé cela dans 2 articles, un sur l'Avesta, l'autre sur Zoroastre, dans l'Encyclopédia Britannica. Mais en 96, il y a eu, on savait depuis 18 ans déjà, que certains textes moyens perses situaient Zarathustra 258 ans avant Alexandre, ça c'est le témoignage du Bundahishn, ou bien 300 ans avant Alexandre, donc la différence est faible au témoignage de l'Arda Viraz. Celui qui en est le premier avisé de ces 2 témoignages est un certain Victor Fleugel, 78. Donc, si Geltner a donc mis, à la suite de cette observation de Fleugel, 18 ans à changer d'avis. Je suppose, on peut supposer, puisque faisons de l'historiographie, c'est une hypothèse, mais que en 96, Geltner avait dû subir l'influence de son élève américain Jackson, qui allait quelques années plus tard publier un livre intitulé Zoroastre, qu'il avait conçu sur le modèle des nombreuses vies de Jésus qui s'étaient parues tout au long du XIXe siècle, et où la méthode un peu simpliste consiste à dire tout est historique sauf ce qui est exagéré, n'est-ce pas? Donc c'était la méthode retenue par Jackson, elle était dans l'air du temps, c'est un point d'arrivée, mais dans cette entreprise d'historicisation, Jackson était bien entendu attiré par la date si précise du Bundahishn. Geltner va donc adopter cette datation qui est moyenne, 258 ans avant l'Exandre, nous sommes au VIe siècle, nous trouvons donc dans l'espace compris entre le 8e et le 5e siècle, une date moyenne, mais précisément déterminée dans le temps. Reste toutefois que on ne sait pas très bien si 258 ans avant Alexandre se rapporte à la naissance, à la révélation, comme on l'a dit, ou bien la conversion du roi Vishtaspa, ou à la mort. Là, on peut varier. On a varié jusqu'à ces toutes dernières années à ce sujet. Mais ce n'est pas cela qui peut nous retenir. Toutefois, je voudrais faire remarquer que la prise de position de Geltner est une simple profession de foi. Car la date est acceptée, c'est tout. Elle est acceptée parce que c'est une date précise et qui contraste avec les discordances, le flou, parfois l'absurdité des datations que l'on trouve par ailleurs, par exemple dans la tradition grecque. Mais la précision n'est évidemment pas une preuve. Et d'autre part, Geltner d'ailleurs commet quelques petites erreurs à cet égard, n'est-ce pas? Enfin, plutôt des imprécisions, qui montrent que la science de Geltner est peut-être encore, à certains égards, un peu candide, n'est-ce pas? Il accepte l'idée d'un Avesta écrit à l'époque d'Alexandre, qui aurait été détruit par les Grecs. Oui, mon Dieu, dans quelle écriture? C'est ce que nous disions tantôt à propos d'Hermippe. Il pense, ce dont on fera aussi justice plus tard, que le Vishtaspa dont parle les Gatha est le père de Darius. Oui, si cela était véritablement le cas, alors nous pouvons dire, n'est-ce pas, pourquoi ne parle-t-on pas des Achéménides dans l'Avesta? Si le Vishtaspa des Gatha est Vishtaspa l'Achéménide, là-bas, on ne comprend plus, effectivement. Ce sont des choses dont on fera justice plus tard. Alors, cette datation moyenne sera reprise par Meillet dans ces 3 conférences de 1926 de la même manière, n'est-ce pas? Et sera adoptée sur la base unique de sa précision. Il n'y aura aucun essai de démonstration. Un an avant les conférences de 1925 de Meillet, Bartholomé avait repris l'hypothèse de la datation haute. Mais il le faisait lui aussi sur des bases que nous ne pouvons plus aujourd'hui retenir. Quelques années après la parution de son dictionnaire. Donc c'est une nouveauté dans l'œuvre de Bartholomé. Bartholomé ne s'était plus occupé d'Avestique depuis sa traduction des Gatha en 1905. Or, en 1909, un historien, c'est un historien du Proche-Orient en général, un historien de l'Antiquité, Édouard Meyer,
avait relevé que parmi ces Mèdes que mentionnent les sources assyriennes et dont nous parlions tantôt, dès le 8e siècle, figure un certain Mazdakou. Donc quelqu'un qui a reçu comme nom, avec suffixation que l'on trouve parfois dans les noms propres, qui est probablement, comme on dit, hypocoristique, K. Eh bien, on lui avait donné le nom du grand Dieu. Or, Meyer est d'avis que le nom de Mazda a été forgé par Zarathustra lui-même. Ce n'est pas le cas. Nous savons bien que l'équivalent de Mazda, Meda, ou l'adjectif qui lui correspond, Médira, sont appliqués aux dieux du Veda, donc c'est un nom traditionnel, ce n'est pas un nom qui a pu être inventé de chic à l'époque de la rédaction des Gathas. Mais Bartholomée a été séduit par cette hypothèse. Il a été séduit par cette hypothèse, et c'est sur cette base qu'il adopte la datation haute. Ce n'est plus l'argumentation de Hauck, ce n'est plus l'argumentation de Geiger, c'est malheureusement en vertu d'un argument lui aussi friable, l'invention du nom de la grande divinité par le prophète lui-même, que Bartholomée fixera la rédaction des Gathas avant le 8e siècle, avant notre ère. Bien, alors je voudrais faire remarquer que jusqu'ici, le problème, c'est un peu le but que j'avais en faisant cette leçon, c'est que les discussions sur la datation de l'Avesta se sont faites sur des bases qui sont aujourd'hui entièrement effritées. Tous les arguments qui ont été utilisés en vertu de n'importe quelle datation, jusqu'à Meyer, ne sont pas situés dans un cadre théorique et argumentaire adéquat. En fait, les discussions sur la datation ne commenceront de façon véritablement sérieuse, véritablement cohérente, véritablement mise dans une situation théorique cohérente qu'avec Nuberg en 1938. De manière intéressante d'ailleurs, Nuberg ne prendra parti pour aucune datation. Il se dira incapable de le faire. Mais il aura situé le problème. Comme la fourchette 1323 au 8e siècle de Spiegel, lui a déjà un peu précisé les choses. Il a donné le cadre adéquat aux discussions sur la datation. Sa remarque, c'est ceci. C'est le calendrier. C'est le calendrier. À une certaine époque de l'Empire achéménide, l'administration de l'Empire adopte un nouveau calendrier. Les noms de mois que nous trouvons dans l'inscription de Behistun, 519 avant notre ère, sont des noms qui se rapportent à l'activité agricole, le mois où la terre est chaude, le mois où l'on plante l'ail, etc. C'est un calendrier agraire. Plus tard apparaît, plus tard va apparaître ce qu'on appelle un nouveau calendrier, le calendrier religieux, pour nous dire, que Nuberg appellera le calendrier zoroastrien. Or, pour des raisons d'ordre mathématique, dans l'établissement du changement de compute, Nuberg situait le changement de calendrier en 485 avant l'ère commune, c'est-à-dire au début du règne de Xerxès. Ce n'est peut-être pas exact. Ceux qui ont fait une approche mathématique du changement de calendrier sont toutefois toujours restés très proches de cette date. Ou disons qu'elle varie. Ceux qui ont je ne comprends pas toujours très bien la manière dont l'on fait ces calculs. C'est une véritable spécialité, surtout pratiquée par un Américain aujourd'hui qui s'appelle Pingree. Donc, le changement de calendrier aurait eu lieu entre 510 et 440. Toutes les opinions se situent dans cette fourchette chronologique. Je vais vous donner ma manière de raisonner à moi, qui n'est pas mathématique, n'est-ce pas? Le vieux calendrier agraire vieux perse est attesté pour la dernière fois dans des tablettes
élamite, qui date de 459 avant notre ère. C'est pas un terminus absolu, n'est-ce pas? Il est possible que le nouveau calendrier ait commencé à fonctionner avant, peut-être, et qu'il n'a été abandonné, et que l'ancien n'a été abandonné dans la concurrence que plus tard. Ce n'est pas absolu. Mais on peut considérer que le calendrier a cessé de vivre de façon visible à cette date. Quant au nouveau, quand apparaît-il? Eh bien, il apparaît dans une inscription dont la date ultime serait 261 avant notre ère. C'est la mort du dernier roi qui aurait pu la faire graver, un roi séleucide. Mais elle est peut-être plus ancienne. C'est l'inscription araméenne du tombeau de Darius Anaxérostam, où l'on lit pour la première fois le nom d'un mois du nouveau calendrier religieux. Voilà comment les choses... L'inscription remonterait peut-être, selon le Fry, qui est le dernier à l'avoir étudié, à l'époque achéménide, tardive. Donc, c'est sur cette base que nous pouvons peut-être réfléchir, car on peut dire qu'à partir, je vais dire, de 459, on a pu donc, en Perse, parce qu'on a pu le faire avant ou après ailleurs, établir le nouveau calendrier. Mais établir le nouveau calendrier, on semble, pour l'avoir fait, avoir utilisé les litanies du début du Yasna. Les textes avestiques préfigurent parfois l'ordre énumératif du nom des jours et du nom des mois. Donc, les textes religieux qui ont pu fournir une base à l'organisation du nouveau calendrier devaient exister à la fin du 5e siècle avant notre ère. Alors, pour dater, nous en sommes là. C'est-à-dire que il faut maintenant établir quelle peut être la distance chronologique qui sépare les Gathas de l'Avesta récent. L'Avesta récent, l'argument du calendrier, et cela est un argument impérieux à cet égard, devait exister, devait être constitué, en tout cas en partie. Les textes qui le composent, bien sûr, l'organisation des textes est une question sur laquelle nous ne pouvons pas répondre, mais ces textes devaient exister dès le début du 5e siècle avant notre ère. C'est donc le premier élément de réflexion véritablement scientifique que nous puissions apporter dans le débat. Nuberc l'a apporté. La datation moyenne va faire sa réapparition, comme vous le savez, avec Henning en 1951 dans ses conférences prononcées 2 ans auparavant et qui sont publiées sous le titre de Zoroaster à Oxford. Or là, nous trouvons quelque chose de nouveau aussi, c'est-à-dire une tentative de démonstration de la datation de 158 ans avant Alexandre. Avant Henning, on l'avait adopté simplement à cause de sa précision. C'était un pur article de foi. Or, Henning entreprend la démonstration suivante. La preuve que cette datation est authentique résiderait dans la réfection du calendrier. Justement, le calendrier, c'est le site. Attention, le calendrier, ce n'est plus le nom des mois ni des jours qui va changer, c'est le compute. C'est l'année de référence. Que le remodelage du calendrier qui est entrepris tout au début par le premier roi sassanide. Par le premier roi sassanide, en tout cas, sérieusement, sous le règne d'Ardashir. Sous le règne d'Ardashir en 226. Or, à cette époque, nous sommes donc, pour la clarté, je vais tout de même l'écrire, nous sommes en 226, et cette année 226, qui est l'année de l'avènement d'Ardashir, dans le compute rénové, devient l'an 538 du calendrier sassanide. L'an 538. Or, si nous soustrayons de 538
Les 266 ans qui sont attribués à l'Empire arsacide, c'est pas exact, c'est ce qu'on leur attribue, mais la durée de l'Empire arsacide est réduite de moitié, hein, ce qui montre que les souvenirs historiques ne sont pas extrêmement précis. Si nous soustrayons encore, ça aussi c'est une date fantaisiste, les 14 ans attribués au règne d'Alexandre. Alexandre lui-même n'a pas régné 14 ans, mais ses successeurs, les Séleucides, ont régné beaucoup plus longtemps. Eh bien, il reste très exactement 258. Dès lors, dans le raisonnement trading, cela signifie ceci, c'est que 258 ans avant Alexandre est une quantité immutable. On doit la retenir au prix de modifier toutes les autres. On a modifié les dates de l'Empire arsacide, on a modifié les dates de l'Empire séleucide, mais on n'a pas modifié la quantité 258 avant Alexandre. Dès lors, le point de référence du nouveau calendrier est un événement quelconque de la vie de Zarathustra, et la date paraît donc une tradition intouchable qui était solidement fixée et officiellement admise à l'aube de l'Empire sassanide. Les successeurs de Henning n'ont jamais apporté aucun argument nouveau à cette datation. Ce qui est intéressant, c'est que cette datation de 158 ans avant Alexandre, et ceci nous ramène à notre propos, a été défendue dans un cadre nouveau qui a été d'abord élaboré par Gershevitch en 95 dans son article, puis par Gnoli 5 ans plus tard dans son livre, n'est-ce pas, et de combiner cette datation moyenne avec l'idée, la vieille idée de Lommel, du schéma dialectique, selon laquelle la condamnation des Daivas serait l'acte complémentaire du monothéisme zoroastrien. C'était Éloge du savoir, avec Jean Kellens, titulaire de la chaire Langues et religions indo-iraniennes. Demain, suite du cours consacré aux précisions sur certains aspects de l'histoire des études zoroastriennes. Présentation Christine Goémé, réalisation Malika Mesgache. La personne humaine est une forteresse inexpugnable. À mon avis, il faut être toujours prêt à donner et à recevoir. Écoutez, avec la même grâce. Vous êtes sur France Culture. Das Radio. France Culture. Le feu teinte dans les cloches. Vous écoutez. Douce est la parole. France Culture. Das Radio. La clé des nuits, les airs enchaînés au cœur des Vous écoutez France Culture. Posloucháte France Culture. Vivez avec France Culture. Musique, France Culture. théâtre, danse, cinéma. Aimera. France Culture, partenaire. On commence pas à me faire la tête, Exprès, je le fais exprès le Shabbat. Tu sais combien c'est important pour moi et toi, tu vas et tu fixes un rendez-vous avec eux. זה הם קבעו אליהו, והם עושים לך טובה, לך ולילדים שלך שהם דוחפים אותך לאוטו שלהם. תכניס את זה טוב טוב לראש שלך. Tu leur as demandé, moi, qu'ils me fassent une faveur. allez, תעזוב אותי, תעלם, מספיק, je t'ai compris, d'accord. Allez, j'irai seule comme une veuve, comme d'habitude. Tu ne comprends pas ce que je te dis, Annie, l'euro, c'est, je ne veux pas partir avec eux. Point, je ne veux pas. Victor est un homme jaloux, il me regarde avec des yeux mesquins lorsque je monte à la Torah, à la synagogue. Ça lui fait mal au ventre que moi je chante et que lui il reste assis. Ça lui fait mal, Viviane. Et sa femme, elle a encore pire que lui, avec son mauvais œil. אליהו, איתו שתסתום את הפה שלך עכשיו. אני אומרת לך, איתו שתסתום. Encore avec tes gros mots, Viviane, surveille ta langue. Et moi je te dis, fais attention. Fais attention, je te dis. Fais attention. Qu'est-ce que j'ai encore dit? Fais attention, je te dis, voilà, vraiment.